والآن نمر إلى المداخلة الخامسة. Quelle formation pour les aides pharmaciens au Maroc qui sera animée par M. Abdelmajid Lessiri, chef du service de relations avec les entreprises. فلتفضل مشكورا. وقبل ما نعطيه الكلمة غادي نقول للدكتور حميد بن نصر بأن الدكتور حكو اللي كان نشط معنا على ما أظن الأيام السابعة ولا الأيام الثامنة بدوره ساهم في إخراج واحد المشروع إلى الوجود في كلية الطب والصيدلة بالرباط فيما يخص واحد سيرتيفيكا دي زيد فارماسيان. سي اون فورماسيون كي اي بيونت. إذن تفضل سي عسيري. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء السلام عليكم. يعني c'est très difficile de prendre la parole après un si riche conférencier et un auditoire اللي هو يعني de l'écoute. Tout à l'heure, quand les conférenciers commençaient à donner leur intervention, la salle quand secta, ça veut dire que tout le monde est intéressé par le sujet. Bien. Le sujet qui m'a été donné de préparer est quelle formation pour les aides pharmaciens au Maroc. C'est un grand titre, un gros titre aussi, de parler sur le besoin en formation pour les formations au Maroc. Je pense que ça relève plutôt du ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé publique. Mais néanmoins, j'essaierai de défiler les outils nécessaires pour une approche d'identification des besoins en formation. On sait que les incitations financières qui vous permettront de réaliser vos plans de formation. Alors le plan de mon intervention, c'est tout d'abord la présentation de l'Office de la formation professionnelle. Quelle formation pour les aides pharmaciens au Maroc? Les contrats spéciaux de formation, on va voir les deux cas qui existent, soit une demande individuelle, soit une demande groupée. Alors, encore. Alors, la présentation de l'Office de la formation professionnelle, donc, comme son nom l'indique, il est composé de deux parties. La première, c'est la formation professionnelle, c'est la formation initiale, donc des jeunes qui sont issus du ministère de l'Éducation nationale. La deuxième partie, c'est la formation continue, ou bien pour s'appuyer sur l'intervention de M. Ben Nasser, c'est plutôt, pour votre cas, c'est une formation en cours d'emploi, étant donné qu'il n'y a pas de formation initiale ni de formation de base. Donc c'est une formation en cours d'emploi. Oui. Alors, l'Office de la formation professionnelle a été créé en 1974. Il est doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Donc, il a une gestion tripartite. Donc, l'État, les employeurs ou les salariés. Oui. Alors, la mission de l'Office de la formation professionnelle, c'est de satisfaire les besoins des entreprises en matière de ressources humaines et de main-d'œuvre qualifiée et d'assurer des formations continues ou bien des formations en cours d'emploi pour les salariés et de favoriser, d'accompagner les jeunes diplômés à créer leur propre entreprise. Actuellement, on est à 250 000 stagiaires de formation en 2010-2011, soit une augmentation de 4 depuis l'année 2002. Donc c'est une évolution en flèche. 297 établissements à travers le royaume. Et plusieurs niveaux de formation. Il y a le niveau de technicien spécialisé, niveau technicien, niveau qualification, niveau spécialisation et aussi des formations à la carte, des formations alternées, des formations qualifiantes et également la formation
des adultes. Et on a 223 métiers qui sont couverts par l'Office de la formation professionnelle dans différents secteurs, avec 146 filières en formation qualifiante. Allez-y. Donc l'Office de la formation professionnelle, c'est un dispositif en constante évolution. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, donc elle est un peu partout dans les grandes villes, dans les petites villes et dans certaines communes rurales à travers le royaume. Oui. Donc l'Office, il a l'habitude et l'obligation de travailler en partenariat. Donc il travaille avec les associations professionnelles. Donc la majorité des fédérations et les associations professionnelles sont en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle, ce qui donne souvent la création des établissements sectoriels. À Agadir, on a 3 établissements sectoriels, juge le secteur du tourisme ou le secteur du transport. Alors, notre prestation, donc le dispositif de formation continue, il a une prestation de service qui est adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a un large réseau d'établissements, donc on l'a vu sur la carte tout à l'heure, un répertoire de compétences internes et externes, parce qu'on fait aussi appel à des animateurs externes via des conventions, avec des cabinets, avec d'autres opérateurs de formation. Donc on compte plus de 500 compétences dans plus de 200 domaines d'activité. Une plateforme technico-pédagogique hautement qualifiée, étant donné qu'on a des formateurs et des animateurs qui sont certifiés donc, par des instances internationales. Une expertise incontestable dans plusieurs domaines, donc, pour ne citer que l'ingénierie de formation, l'assistance conseil en recrutement, l'assistance conseil en maintenance industrielle, l'accompagnement pour la certification, etc. Alors, notre ressource formatrice, donc, ou bien formateur, cette ressource, comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent, il y a l'absence, il y a le secteur de la santé. D'accord? Donc, l'Office de la formation professionnelle, jusqu'à présent, ne forme pas le domaine de la santé. Il y a un débat, entre parenthèses, il y avait un débat à ce que l'Office de la formation professionnelle soit un office national, c'est-à-dire il regroupe tous les départements formateurs, ديال وزارة الداخلية, ديال التوريزم, ديال la pêche, sauf ديال la santé, étant donné que c'est un domaine très sensible. C'est un débat que je pense est clos pour aujourd'hui. Oui. Alors les prestations de services, on trouve l'ingénierie de formation, la formation spécifique et intra-entreprise, une seule entreprise, conseil en recrutement, l'alphabétisation fonctionnelle, conseil et formation en maintenance. Alors pour l'ingénierie de formation, donc cette ingénierie permet de doter les entreprises d'un plan de formation et d'un plan de développement de la ressource humaine, de préparer son plan de formation et de maximiser l'impact, c'est-à-dire le retour sur investissement de la formation. Améliorer également les méthodes de travail, mettre en place un service de formation. Certaines entreprises, donc ça, on parle il y a 5 ou 6 ans, les entreprises ne possédaient pas cette structure. Donc quand on débarque dans une entreprise, on remarque qu'on a les ressources humaines, mais on n'a pas une personne qui se charge de la formation. Généralement, on trouve le responsable qualité, le responsable production, responsable maintenance, le responsable technique, c'est lui qui assure en parallèle cette fonction. Donc on les accompagne à ce que l'entreprise mette en place une structure chargée de la formation continue pour son personnel. Oui. Alors pour les actions spécifiques, donc pour les actions spécifiques, ça veut dire qu'il regroupe à la fois plusieurs entreprises qui ont les mêmes besoins en formation. Donc, ce genre de formation, ce genre d'action permettent de répondre à des besoins transverses. Donc, par exemple, si on prend le cas de
les aides pharmaciens, donc les officines, on va voir qu'il y a des besoins qui vont ressortir et qui sont identiques. Donc là, on peut organiser des formations intra-entreprises. Et ça permet aussi de minimiser les coûts qui sont supportés par chaque officine. Le conseiller en recrutement, donc le conseiller en recrutement depuis l'identification du besoin de l'entreprise, l'élaboration des profils et des référentiels, la confection des batteries de tests, la conduite des entretiens, donc tout le processus de recrutement, donc on peut le faire au niveau de l'Office de la formation professionnelle. Oui. L'alphabétisation fonctionnelle, oui, au Maroc il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'alphabétisation. Malgré l'encouragement financier de l'État, malgré tous les programmes de communication qui sont mis en place, il y a encore un grand effort à faire à ce niveau. On va le voir tout à l'heure, en ce qui concerne les contrats spéciaux de formation. Les entreprises peuvent bénéficier de 80% sur le montant engagé ou bien dépensé au niveau des formations d'alphabétisation, en dehors des plafonnements. Pour les autres formations, il y a un plafonnement, mais tout ce qui est alphabétisation, ils ne sont pas compris. Il faut le plafonnement. Alors pour la maintenance industrielle, donc ça c'est surtout pour les entreprises techniques, le secteur hôtelier, l'agroalimentaire, l'IMME et j'en passe. Donc c'est la mise en place d'une structure en termes de gestion de la maintenance au niveau de ces entreprises pour permettre justement de maintenir en bon état les états des machines, des outils de production, de réduire les durées d'arrêt les machines, etc. Oui. Alors, quelle formation pour les aides pharmaciens au Maroc? Alors, premièrement, j'ai commencé par la formation, ce n'est pas nouveau. Donc, le hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, utlubu l'ilma mina al-mahdi ila al-lahdi. Donc, là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, le jargon les occidentaux, donc long life learning. Donc c'est-à-dire l'étude tout le long de la vie. Ensuite, il y a le phénomène de la mondialisation. Le phénomène de la mondialisation fait que maintenant l'information et la formation n'a plus de frontières, n'a plus de limites. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam kan khal utlubu al-ilm walaw fi as-sin. Ensuite, oui. Alors, la formation, c'est quoi? C'est-à-dire donner une définition de la formation. Donc, d'après le Bureau international du travail, le BIT, donc c'est un ensemble des activités visant essentiellement à assurer l'acquisition des capacités pratiques, des connaissances et des attitudes requises pour occuper un emploi. Donc, les Ikhwan, conférenciers, les canaux. On est là un poste de travail. Quelles sont les compétences requises pour occuper le poste? Par rapport à la personne, quelles sont les connaissances et les acquis professionnels l'Indo? Faire la différence entre les deux, combler l'alia et les besoins en formation. Donc ça, c'est le besoin, les voies identifiées pour occuper le poste. C'est aussi éduquer. Pourquoi éduquer? مثلا في les stations de conditionnement اللي فيه واحد المستوى ديال l'analphabétisme très important. تقريبا tous les ouvriers ou les ouvriers اللي كيخدموا في la chaîne ne sont pas formés, n'ont aucune formation. Donc, إلا خدينا l'hygiène, c'est une éducation. كنعلموهم كيفاش ينظفوا يديهم اشنا هما اللي خصهم يديروا قبل ما يدخلوا لو بوست دو ترافاي quelles sont les précautions à prendre واخا كنديروه بلي schémas بلي photos donc un moyen de communication un moyen d'apprentissage ce sont des aides didactiques اللي كنعاونوا بهم
Donc, quelque part, c'est de l'éducation. Alors, comment on peut se former? On peut se former de deux manières. Là, je ne vous apprends rien. Il y a la formation initiale ou la formation de base. Il y a aussi la formation en cours d'emploi. Pour la formation en cours d'emploi, on va trouver 4 aspects. Donc, la qualification. Donc, pour une personne qui occupe ou là, qui exerce des fonctions, on va le préparer en termes de connaissances, en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être pour exercer le métier. Le perfectionnement, donc une personne qui exerce déjà, donc qui a des outils nouveaux, qui a des méthodes nouvelles, donc il doit être perfectionné à ce niveau-là. La reconversion, bon, pour une raison ou pour une autre, il y a une perte d'emploi ou la CID, il veut changer de travail, on va le reconvertir vers, quand il occupait un emploi, on va le reconvertir, il aura la possibilité d'occuper un autre emploi qui n'a rien à voir avec le premier. La préparation à l'exercice des fonctions de responsabilité, donc à un certain niveau, ça se fait par un accompagnement, ça se fait par du coaching. Oui. Alors, qui doit-on former? Donc, bien sûr, on est là aujourd'hui, et le sujet, c'est l'aide pharmacien. Donc, ça, je reprends ce qui a été dit par mes prédécesseurs. L'aide pharmacien a une double vocation. C'est un acteur de santé public et c'est un chef d'entreprise quelque part. Quelque part, on trouve les aides pharmaciens, ils ont ce souci de la pérennité de l'affaire. Donc je ne parle pas de pharmacien, qui le voit le vrai chef d'El Smito, mais les aides pharmaciens qui s'occupent de leur officine comme s'ils étaient la sienne, parce que c'est son gain de pain. D'accord? Donc il est d'une part un spécialiste de médicaments, et à ce titre un professionnel de santé, détenteur d'une certaine expertise scientifique reconnue, et dispensant conseils et accompagnement médicamenteux auprès de la population grâce à sa position d'interlocuteur de proximité. Donc je ne peux pas l'expliquer plus qu'il a été dit par avant. Donc il y a la pharmacie, donc Dior les Kenin à côté, hein, quand ils ont besoin d'une consultation, donc ils ne vont pas directement en grande partie chez le médecin, mais ils passent directement à l'officine pour demander des explications, pour demander une aide. D'ailleurs, il y a la délivrance les médicaments par ordonnance, il y en a aussi sans ordonnance. Et par ailleurs, un responsable d'entreprise, auquel incombe de plus en plus de décisions, responsabilités d'ordre financier et managériel. Donc il prend des décisions en termes de gestion de stock. Donc c'est l'engagement, c'est un engagement financier par rapport à l'officine. La pratique quotidienne, donc vis-à-vis je dirais entre guillemets, de ses clients. Donc ça, il doit bien le gérer pour pouvoir assurer la continuité de l'officine. Dans quel domaine? C'est très difficile d'évoquer le domaine où on ressent les besoins en formation sans passer au préalable par un diagnostic, par une ingénierie de formation. Et sans aussi avoir un référentiel métier. Alors, le constat de tous les jours, donc ça a été dit par les conférenciers qui ont pris la parole avant moi. Donc on retrouve les différentes activités, les différents domaines exercés par les pharmaciens. Donc ils dispensent les médicaments avec ordonnance, sans ordonnance. Ils vendent d'autres produits spécialisés et j'en passe. Ils tiennent la comptabilité, ils tiennent la caisse, il assure la formation. Donc pour les nouveaux recrues, donc il les prend en charge. Donc il a aussi un rôle de formateur, etc. Oui. Alors la formation, quel référentiel? Donc étant donné qu'il n'y a pas de formation de base, il n'y a pas de formation initiale, donc quel référentiel pour ce poste? Donc pour cela, la pratique de conception de dispositifs de formation, il est adossé à des référentiels d'activités et de compétences validés par les professionnels. Donc ça ne se fait pas derrière les bureaux, mais ça se fait en partenariat avec les professionnels qui sont sur le terrain et qui sont les premiers concernés. Donc une fois qu'on a ces référentiels, on peut passer
d'une part à l'élaboration des programmes de formation, des itinéraires, des cursus de formation en termes de formation initiale, et aussi de permettre de répondre et d'élaborer des programmes de formation continue, c'est-à-dire la mise en place des plans de formation. Alors, quels sont les outils? Quelle est la méthodologie à suivre dans ce cas? Donc là, j'évoque très rapidement l'ingénierie de formation, un des 7 Queen. Donc ça nous permet d'assurer une mise à niveau de compétences du personnel. Donc ça veut dire conduire un pré-diagnostic pour identifier les besoins en formation. Oui. Ensuite, qu'on a conduit ce pré-diagnostic pour l'identification des besoins en formation, on structure nos besoins, on l'établit en termes de domaine, en termes d'action, en termes de durée, en termes d'effectifs et également en termes de budget. Bien sûr, tout ça en prenant en considération la stratégie de développement de l'entreprise. Oui. Une fois qu'on a ça, on va mettre en œuvre notre plan de formation. Donc tout ça, ça doit être assemblé. On aura des fiches techniques d'action. Oui. Ensuite, on assure, c'est-à-dire la réalisation de la formation. On assure le transfert de connaissances acquises en formation. Oui. Ensuite, on procède à l'évaluation. Donc ça ne sert à rien de faire la formation sans procéder à son évaluation. Donc on ne fait pas la formation pour la formation, mais on fait la formation pour répondre à des besoins bien définis, pour répondre à la résolution des problèmes qui sont définis. Donc on est obligé de passer par l'évaluation, et l'évaluation de la formation, ça se voit par l'application des techniques acquises lors de la formation sur le poste de travail. Et d'ailleurs, l'adulte, il n'est pas intéressé par la formation continue si il ne voit pas ce qui a été appris, ce qui a été vu, la formation, lors de l'exécution de son travail. Donc, un adulte, la théorie à gauche et à droite, un cours académique, tout de suite, l'adulte, il ne l'adhère pas, il décroche. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est la formation tout au long de la vie. Oui. Alors, quels moyens toujours de mise en œuvre? On passe le plan de formation. Le plan de formation, donc, il est établi selon des priorités, selon des axes de formation prioritaires, selon des moyens à mettre en œuvre, selon les budgets à prévoir, parce que ça coûte la formation, la définition des actions de formation et la définition des organismes de formation. Et là, ils peuvent partir plutôt. Ces priorités, elles sont bien définies. Donc on a des besoins en formation qui sont précis, on a un objectif qui est précis, on a une population qui est bien définie, donc on pourra assurer une formation pointue et ciblée. Donc on passe à l'exécution de la formation par le transfert de connaissances. Toujours le plan de formation. Donc je vous donne ici comment ça peut se présenter une synthèse de formation. Donc on a un intitulé, un thème, l'action de formation, qui a un objectif, il n'apparaît pas ici, qui a un objectif. Chaque formation a son objectif et elle est exprimée en termes d'action. Donc le formé doit être capable de l'évaluation, mesurer l'atteinte de cet objectif. Il y a un contenu, généralement, qui a un contenu à 70-80% indicatif. Et au moment de la formation, l'animateur qui est capable de s'adapter à la situation, à les participants. Donc, on a l'habilité de l'animateur en tant qu'expert dans son domaine. Il est défini aussi une action de formation par la durée, par un lieu de déroulement de cette formation, l'entreprise, les locaux d'un opérateur de formation, l'effectif prévu et également le coût, combien ça va nous coûter cette formation. Donc,
plan de formation. Chaque thème, il est pris, on l'a repris avec une fiche technique. Oui. On trouve aussi l'ingénierie de formation, des cycles de formation, ou des cycles de compétences. Les cycles de compétences, c'est aussi des formations longue durée. Donc, ils peuvent viser plusieurs domaines de compétences. Donc, je ne les ai pas cités parce qu'il faut les identifier pour les citer. Et ça peut partir d'une formation de base, donc des formations basiques, des formations de perfectionnement et des formations de spécialisation. Donc, des reconnaissances en fin de parcours. Donc, la reconnaissance, c'est une attestation de formation en ce qui concerne la formation continue. Donc, ne pas, pour répondre, entre autres, les questions qui ont été posées d'une manière indirecte par un intervenant de tout à l'heure, c'est au niveau de la formation continue, donc pour des séminaires, pour certains cycles, généralement, on délivre des attestations de formation. Donc, on ne peut pas confondre avec les diplômes. Le diplôme, qui définit comment on doit obtenir et quelles sont les conditions requises pour avoir le diplôme. Oui. Des actions de formation non planifiées, donc suite à une réglementation, suite, je ne sais pas, à une avancée technologique, changement de loi, l'entreprise décide d'organiser une action de formation non planifiée pour son personnel. Donc, il a recours à ce genre d'action de formation. Donc, on trouve un objectif, on trouve un contenu de formation, le public concerné par la formation, l'effectif, la durée, l'organisation horaire, le lieu de déroulement et le coût. Oui. Donc, les conditions. Quelles sont les conditions? Donc, chaque formation doit avoir des conditions de réussite qu'il faut respecter. Donc, assurer la logistique nécessaire pour le bon déroulement de la formation, responsabiliser les bénéficiaires, parce que par moment, lors de l'évaluation, on demande aux participants comment ils ont choisi cette formation. Parfois, ils disent qu'ils n'étaient pas rachetés. Chef d'entreprise, la formation. Bon, imaginez le pauvre, comment il doit accepter la formation. Il est motivé, il n'est pas. Donc, on doit avoir l'adhésion des bénéficiaires le moment de la réalisation des actions de formation, assurer une évaluation, le suivi de déroulement, donc il peut mettre en place un plan d'amélioration continue donc pour revenir à tout ce qui est management de la qualité. Oui. Quelques axes de réflexion, donc comme je disais tout à l'heure, sans passer par un diagnostic d'identification des besoins de formation, sans passer par un journée, là ce n'est donné qu'à titre indicatif. Mais pour être honnête, pour le moment, ça ne veut rien dire. Ce sont des axes de réflexion qui peuvent être développés au niveau de l'association. D'autres axes de formation. Oui. Les contrats spéciaux de formation. Les contrats spéciaux de formation, c'est un outil qui aide l'entreprise à améliorer les compétences et les performances de ses salariés. On commence par le premier volet, c'est la procédure des plans de formation individuels. Individuel, ça veut dire je prends pharmacie par pharmacie ou la officine par officine, chacune dans son côté, dans son coin, décide de réaliser la formation, son plan de formation, comment il doit s'y prendre. Étant donné la dimension des officines, les pharmacies, étant donné la TFP qu'elles versent, on va le voir, c'est pas encourageant pour les pharmaciens de prendre une décision pour engager un plan de formation. Généralement, on trouve 2, 3, 4. Rare, on trouve une officine qui fait plus de 5 personnes. Donc, pour avoir une assiette financière, pour pouvoir élaborer un budget de formation. Mais il y a une autre façon de faire. Donc, on va y aller directement. Donc, ce sont les décrets et les lois. Oui. Allez-y. Alors, les systèmes, les contrats spéciaux de formation. Effectivement, les fonds, les contrats spéciaux de formation, j'ai la taxe, la formation professionnelle, la TFP, il y a 1,6% de la masse salariale. Donc, il y a un effectif, le montant qui est
la taxe de la formation, une partie منها, si ma mémoire est bonne, 30 à 35% de la collecte pour financer les formations, la formation continue. Et année par année, le comité de gestion décide d'augmenter le taux le taux financier. Donc le montant alloué ou le budget. Sincèrement, au niveau de la région, sur 3 ans, on a un budget de 9 millions de dirhams par an et on ne les consomme pas. On ne les consomme pas. Il a qu'à nous 4 millions, 5 millions de dirhams plein, avec toute la bonne foi. Donc vous voyez que ce n'est pas de l'argent qui manque. Hein. Oui. Alors, les contrats spéciaux sont gérés par un comité. L'Office de la formation professionnelle ne joue que le rôle de secrétaire. Donc il n'a pas un pouvoir décisionnel. Il y a un manuel de procédure des contrats spéciaux qu'on suit. Il y a les décisions des comités régionaux qu'on suit, les comités régionaux qu'on suit. Et la cellule, ou bien ce qu'on appelle l'unité de gestion, ne fait qu'exécuter les décisions d'elle. Oui. Donc la représentation, comme le conseil, comme l'office de la formation est représenté et est organisé, la même chose, les comités régionaux de contrats spéciaux de formation, on retrouve un collège qui représente l'administration, les employeurs et les employés. Donc vous voyez l'office de la formation professionnelle, c'est le secrétariat, mais un douche, donc un pouvoir décisionnel là-dedans. Alors, quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier? Donc, bien sûr, les entreprises qui sont à jour et qui s'acquittent de leur taxe de la formation professionnelle vis-à-vis de la CNSS. Elle est à jour, ça veut dire qu'il y a une année, ce qu'on appelle une année TFP, il y a le 1er juillet de l'année N-2, jusqu'à le 30 juin de l'année N-1. Le recul, l'expérience a montré que les entreprises, d'une part, ont la difficulté de dépôt de bilan d'une part, d'autre part, pour permettre la CNSS de mettre à jour la base de données d'IELA. Il y a 6 mois, il a la CNSS, les employeurs, 4 mois, on a comme 6 mois, donc 6 mois, pour que la CNSS mette à jour la base de données. La base de données, quand la CNSS, on ne fait que la consulter, je connais à jour, je connais pas à jour. Celui qui n'est pas à jour, ou qui est non éligible, on a la possibilité de le mois ou les mois qui ne sont pas à jour, les mecs qui règlent le problème avec la CNSS. Et cette vérification de l'éligibilité peut se faire par l'entreprise. Donc en accédant le site de l'Office de la formation professionnelle, le wascsf.ofppt.org.ma. Oui. Là, on passe les plafonds. Donc vous pouvez voir sur le tableau. Donc la première colonne, si la TFP elle est comprise entre 0 et 20 000 dirhams, l'entreprise a droit à 10 fois la TFP déclarée. Donc pour encourager les petites entreprises. Donc en cas d'une ingénierie stratégique, elle passe à 15 fois ce montant. Si la taxe elle est comprise entre 20 000 et 200 000 dirhams, le montant il est de 200 000 dirhams. Donc le plafond il est plafonné. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé de l'alphabétisation. قلت ما دخلاش في les plafonds. Donc les plafonds علاش كنهضروا هما هادو. يعني il a droit لهاد les 200 000 ديالها. Il a une formation d'alphabétisation ب 600 000 ولا ب 800 000 حقها هذاك. تاخذ لي 80% ديال هذاك لو مونطون. Oui. Là, on retrouve par type d'action. Donc, les formations planifiées, donc les HOMA issus d'un plan de formation. L'entreprise peut se faire rembourser à hauteur de 70%. D'un coût, les HOMA retenus. Il y a une nomenclature de coût, toutes les entreprises, elles sont remboursées sur la même base. Et c'est le comité régional, donc c'est par région, qui arrête la nomenclature des coûts.
les actions non planifiées, qui là, pour une raison ou une autre, qu'il y a un besoin qui est identifié, une action de formation, j'envoie la personne d'y aller, j'avise, etc. J'ai le droit de remboursement de 40%. C'est une formation non planifiée, c'est une formation aussi généralement que nous en inter-entreprise. Les formations d'alphabétisation, donc elles sont remboursables à 90% et que ne sont pas plafonnés avec un plafond d'IL 3000 dirhams par personne alphabétisée. Les formations planifiées mais réalisées en interne. Ça veut dire l'entreprise a des compétences d'IL en interne. Donc il peut assurer certaines formations en interne. Elles sont remboursables à raison de 800 dirhams par jour de formation. La seule condition, c'est que globalement, sur le plan de formation, il ne doit pas dépasser 30% du coût global de plan de formation. Et sinon, chez les entreprises, on va dire que les formations en interne. Pour les formations non planifiées, la même chose, réalisées en interne, 40% des 800 dirhams. Pour les formations longue durée, les masters, les cours du soir, sur 2 ans, sur 3 ans, et qui coûtent cher. Donc, ils sont remboursables à 70% avec un plafond par formation et par personne d'il y a 50 000 dirhams. Ça veut dire un master, il est largement couvert là-dedans. Si. J'ai plus ou moins, si. Oui. Généralement, c'est très rare. Donc, les dossiers, les cahiers de maintenant, même 20 000, 25 000, c'est très rare qu'on nous soit avec 50 000 dirhams. C'est très rare. Allez-y, je passe. Ça, c'est le dossier administratif. Quand vous aurez besoin de ça, regardez la carte visite de l'association, mais les documents. Allez-y. Le cas c'est-à-dire pour le cas d'IEL, les actions, les plans de formation groupés. Il y a une association qui est très bien structurée et je vous salue d'ailleurs à l'occasion. Sincèrement, j'étais surpris par la qualité de l'organisation, par la qualité des intervenants, par la qualité de l'auditoire. Donc là, ça prête parfaitement le cas d'IELCOM. Vous avez des petites structures, vous avez des TFP très faibles, donc il faut se regrouper pour pouvoir bénéficier du maximum. Vous allez être surpris. Oui. Oui. Donc le plan de formation groupé sont mis en œuvre au profit des entreprises ou les membres d'associations, d'entreprises ou de zones industrielles. Donc ça d'une manière. Donc l'association fédération professionnelle. Donc ça c'est la loi. La même chose, donc c'est l'éligibilité des entreprises qui vont bénéficier. Il y a l'association, on dit un plan de formation, il y a les officines, les qui bénéficient de la formation, donc tout le monde est éligible. L'éligibilité des opérateurs de formation, donc on a fait, donc on ne va pas s'attarder. Alors, les plafonds de remboursement. كاين 90% وكاين 10%. 90% غادي تمشي l'opérateur de formation. هنا c'est la formule ديال tiers payant. Donc ça veut dire l'officine ما غاديش تجبد من la trésorerie ديالها. يلاه à peine 10%. وهذيك 10% حتى هي des actions réalisées, justifiées, l'association, ça veut dire les entreprises adhérentes, l'association. Donc, en Oslo, 100%. Je te conseille. Hein? Bien. Ensuite, pour
le lancement de l'opération Hadi. Le lancement d'un plan de formation groupé pour une association. Donc elle présente un document, un support, un petit rapport, qui va ressortir le contexte général de la demande, et notamment les orientations stratégiques. Donc maintenant, on va réfléchir au niveau association, au niveau développement. On peut la prendre au niveau régional, comme on peut la prendre au niveau national. Un tableau, selon le modèle qui est le manuel de procédure, le site qui m'a dit tout à l'heure, qui va ressortir les actions de formation, le nombre de jours par action, le nombre de groupes bénéficiaires, le nombre de participants, etc. Oui. Ensuite, ce dossier est déposé à la DFCE, au niveau de l'Office de la formation professionnelle, la direction formation en cours d'emploi. Donc, pour le soumettre à l'examen le comité central des contrats spéciaux de formation. Si l'entité suprême dit les contrats spéciaux de formation, c'est elle qui décide, c'est elle qui prend les décisions, le report, tout ce que vous voulez. C'est un appareil, si vous voulez, qui peut même légiférer. Oui. Alors, le comité central étudie la pertinence du document envoyé. Il a fait des améliorations à faire par Kerja. Donc, il a dit qu'on en va et vient jusqu'à finalisation du document final. Donc, une fois le plan jugé satisfait, le comité central approuve le plan et attribue un budget. Il dégage un budget. 1 million de dirhams, 1,5 million, 2 millions, ça dépend du volume et quelle est la stratégie de développement à atteindre. Et puis, il désigne une commission, l'IFIA, la délégation de la formation, le département de la formation professionnelle, l'État le ministère de la formation professionnelle, l'OFPPT et l'association concernée. Donc maintenant, ils vont travailler, ils vont préparer un cahier de charge. Oui. Donc pourquoi le cahier de charge? Donc c'est un CPS. Ils vont lancer un appel d'offres. Donc pour avoir les soumissionnaires, donc c'est-à-dire avoir des opérateurs de formation qui vont participer là dans le marché. Quand l'éligibilité, donc c'est du truc normal. Première sélection sur l'offre technique, une offre financière, et puis il y a une décision sur l'octroi d'IEL, le plan de formation, l'opérateur qui va exécuter le plan de formation. Oui. Ensuite, une fois que c'est approuvé, l'opérateur, maintenant c'est l'association qui va prendre le relais. C'est elle qui assure la communication et la promotion le plan de formation mais les officines. Elle ouvre une base de données sur les entreprises qui sont éligibles, elle doit les vérifier. Et puis elle va produire un certain nombre d'éléments. Oui. La vérification d'éligibilité des entreprises, donc ça on en a discuté. La constitution de la liste des entreprises est éligible. Et puis, il y a bien sûr un minimum, un effectif minimum à respecter pour pouvoir démarrer la formation. Au niveau du secteur de l'autorisme. Malheureusement, on avait beaucoup de peine à faire drainer les participants. Les entreprises, le personnel pour bénéficier de la formation. À tous les forts d'air, le marché, le budget, est alloué, l'opérateur de formation, Marouf, fin de la formation, la logistique, les participants qui vont bénéficier ne sont pas là. Donc, il y a un respect, il y a 70% l'effectif initial à respecter pour pouvoir déclencher le démarrage d'une action de formation. Bien sûr, l'association signe un contrat à l'unité de gestion. Oui. Ensuite, une fois que l'action de formation est réalisée, il y a paiement de l'organisme de formation. Donc ça s'est fait au prorata des personnes qui sont présentes. Et puis, il y a le paiement de le 10% qui reste. Donc, okay. L'organisme de formation, il va facturer les 90%. Vous connaissez la facture, comme Moujida.
10% l'entreprise. Donc l'office a dit l'opérateur de formation. Donc la facture, les justifs, le virement ou la copie de chèque. Et c'est l'opérateur de formation qui va déposer le dossier pour se faire payer auprès des unités de gestion. Et que l'entreprise va mettre le dossier d'elle dans le lieu où donc au départ, le dossier est traité au niveau d'elle, l'appel d'offres, une fois que c'est jugé, les dossiers ils sont déposés maintenant au niveau local. Donc il a dit la région Souss-Massadra, donc il a dit Agadir. Oui. Ensuite, ça c'est technique, donc constitution de le dossier financier, le dépôt des dossiers, la vérification à la réception, le remboursement. Donc, les références de l'OFPPT, donc les grandes entreprises avec lesquelles il a travaillé, donc on les retrouve ici, des administrations publiques, des administrations semi-publiques, des entreprises privées. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, s'il vous plaît, là je vous laisse des dépliants concernant les contrats spéciaux de formation. Donc, Kenif l'association, vous pouvez toujours les demander.